propose de commencer peut-être par un petit tour de table pour que chacun se présente, parce que moi je vous connais très bien, mais je ne sais pas si tout le monde vous connaît aussi bien. On va faire dans l'ordre. Véronique. Bonjour à tous, donc je suis Véronique Faujon, je suis en charge du marketing et de la communication au sein du groupe Crédit Agricole. Et j'ai un parcours assez atypique en fait, puisque vous êtes beaucoup plus calé que moi sur la banque, l'assurance, les paiements, puisque mon parcours je l'ai fait essentiellement dans la presse magazine et les médias. Et donc je suis à ce poste depuis 1 an et demi à peu près. Et donc mon regard extérieur est sans doute ce qui m'a amené finalement à ce poste dans un contexte que vous connaissez bien, des médias extrêmement disruptés par le digital. Donc voilà pourquoi sans doute je suis à ce poste aujourd'hui. On a un point commun, c'est que moi j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la communication, chez Havas, chez moi et puis chez Publicis, avant d'être 10 ans directeur de la communication de la Société Générale, puis président de Boursorama. Et puis j'ai créé le compte Nickel avec plusieurs amis qu'on a vendu à BNP Paribas en 2017. Voilà. Alice Hülsmann, donc moi je suis aussi une jeune banquière, puisque j'ai rejoint la Banque Postale il y a un peu moins de 3 ans. Après de longues années dans les télécoms, donc secteur aussi largement disrupté, puisque j'ai passé 18 ans chez Orange, un petit passage chez Canal+, donc je vois bien à quoi ressemble l'univers des médias. Et l'intitulé que vous avez pour mon poste est maintenant erroné, puisque je suis en effet rentrée à la Banque Postale en tant que directrice du digital et de la communication, et aujourd'hui, j'ai pris la direction générale d'une banque qui n'est pas encore née, mais qui va naître bientôt, qui est Ma French Bank, banque 100% mobile de la Banque Postale. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédéric Sonnant, directeur général de Morning, depuis un peu plus d'1 an. Suite au rachat, je m'occupe aussi de la partie développement de la Banque Edel, qui est la filiale donc, bancaire du groupe Leclerc. Et puis voilà, une petite vingtaine d'années d'expérience aussi dans la banque et dans le courtage, parce que j'étais directeur général de Meilleur Taux. Plusieurs responsabilités au sein du groupe Caisse d'Épargne, dont la distribution et les banques populaires. Voilà. Donc, quelques années de banque avant d'arriver dans la néobanque. Merci. Alors juste une petite précision, parce que 3 d'entre vous sont assez habitués à être avec moi sur scène. Véronique, merci d'essayer ce matin. J'espère que je ne vous décevrai pas. D'habitude, je suis toujours à la bourre en vous dire le suivant doit passer. On a le temps ce matin. Voilà, on a le temps, on va le prendre. J'espère qu'il y aura aussi des questions dans la salle, aussi pour mieux comprendre vos avis. On a la chance de vous avoir tous les 4. Donc, vous pouvez prendre le temps d'exprimer. Vous pouvez échanger entre vous. Bien sûr, j'ai des questions, mais si elles ne vous intéressent pas, parlez entre vous. Et si vous voulez poser des questions, il y a des micros qui se battent dans la salle. Donc, on peut attendre un petit peu la fin de la session, évidemment. Mais si vraiment quelque chose vous brûle les lèvres, vous pouvez lever la main. Il n'y a pas de problème. Donc, Alice, justement, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que comme tu l'as très bien souligné, la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, qu'on s'est vu, c'était ça le bon titre. Et alors maintenant, Ma French Bank, bon, alors, je passerai sur l'anglicisme, mais alors, finalement, tu as franchi le cap de créer ta start-up, ou c'est juste parce que la Banque Postale ne savait pas comment canaliser toutes tes idées, ils se sont dit, tiens, on va lui créer un truc à côté. Pourquoi ce véhicule à part, finalement ? Alors, je prends ta question comme un compliment, Laurent. Pour plus blague à part, donc la stratégie de la Banque Postale. Déjà, la première priorité de la Banque Postale, c'est une banque omnicanale pour ses 11 millions de clients. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner. Et je voudrais revenir sur un a priori. On pense souvent que la Banque Postale est moins digitale que d'autres banques parce que sa clientèle est plus diversifiée et représente en l'occurrence la population française et peut-être du coup moins CSP+, et moins urbaine. Et c'est faux. Les clients de la Banque Postale sont très digitaux. Aujourd'hui, sur les 11 millions de clients actifs, 8 millions se sont connectés aux services digitaux de la Banque Postale en 2017. Donc on voit bien qu'il y a un vrai engouement. Et ça, j'ai envie de dire, quel que soit l'endroit où on habite, sa catégorie socio-professionnelle, on veut avoir accès à ces services bancaires sur son mobile. Et toutes les banques s'y sont mises. Et la Banque Postale a même été dans les précurseurs pour développer ce type de service. Pardon, vraiment, quel que soit parce que la Banque Postale est vraiment partout. La Banque Postale est vraiment donc partout. Justement, est-ce qu'on voit une différence ruralité, Non, en termes d'usage. Alors après, il y a une tranche de population sur laquelle on travaille beaucoup, tous ceux qui sont en effet ce qu'on appelle dans la tranche qui est aujourd'hui en décalage par rapport au numérique. Et donc, on travaille beaucoup sur accessibilité numérique et accessibilité bancaire. C'est un gros travail qui est poursuivi par les bureaux de poste de manière à accompagner ceux pour qui c'est plus difficile. Donc, avec à la fois la capacité à les aider, à prendre en main des outils plus digitaux, la capacité aussi à traiter ceux qui sont tout simplement réfractaires au digital. Il y en a quand même quelques-uns, il ne faut pas l'ignorer. Mais encore une fois, il y a un vrai sujet
globale, hein, qui n'est pas d'ailleurs limitée à la France, bien évidemment, de volonté de pouvoir suivre de plus en plus tous ces services financiers sur ce mobile, tout simplement parce que c'est ce qu'on fait dans la vie courante sur l'ensemble des autres services. Quand j'ai rejoint la Banque Postale, donc je disais il y a un peu moins de 3 ans, on m'avait dit tu verras, c'est Shanghai. Ça se construit de partout, il y a des projets dans tous les sens. Et c'est très vrai. Donc la Banque Postale, c'est 1 milliard d'euros d'ici à 2020 dans la rénovation, la modernisation de ces systèmes d'information. Alors c'est quoi? C'est bien évidemment tout ce qui est ici de distribution, un grand programme en l'occurrence qui s'appelle Cap Client, donc son nom est très évocateur de sa finalité. C'est permettre finalement une modernisation des points de contact, que ce soit en bureau de poste, que ce soit quand on contacte son conseiller à distance, le service financier, bien évidemment sur son mobile, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est rénovation de l'accessibilité. Il y a des chantiers sur toute la partie outils de contact, il y a des chantiers sur toute la partie cœur de banque, hein, pour les rendre plus évolutifs, plus agiles et temps réel, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est une vraie nécessité. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment la première des priorités de la Banque Postale, cette banque omnicanale qui se transforme à vitesse grand V. Deuxième priorité, on a beau dire que oui, tous les clients sont intéressés par le digital, on sait qu'il y a une tranche de clients pour qui l'exigence est moins sur les produits financiers, plus sur l'accessibilité, le fait d'avoir toujours sa banque dans sa main, qui sont plus soucieux de l'ergonomie, du côté pratique et d'un tarif attractif que d'une profondeur de services financiers. Et le souhait de la Banque Postale, ça a été de dire on n'a pas de raison de se couper de cette tranche de population. On l'évoquait, donc la Banque Postale s'adresse à tous, et quand elle s'adresse à tous, elle s'adresse aussi à cette tranche de population, j'ai envie de dire, plus en avance de phase sur les services digitaux. Et c'était très compliqué, en l'occurrence, de le faire en interne sur nos systèmes d'information. Ça aurait été déporter des investissements de métiers très rentables aujourd'hui. Je pense à tout ce qu'on fait au niveau de la Banque Postale sur les pros ou sur les patrimoniaux. Et donc le souhait était de dire, trouvons le moyen de répondre à cette population de façon agile, plus souple, avec un SI qui sera plus évolutif et de dernière génération, et dans le but d'apporter finalement une réponse qui soit en adéquation avec cette cible. Et cette cible, c'est globalement, même si on dit qu'on est ouvert à tous, y compris sur ma French Bank, on va adresser plus une cible de moins de 35 ans, plus digitaux, plus habitués finalement à gérer tous ces contacts et toutes ces relations à travers son mobile. Et puis troisième axe qui est important aussi pour la Banque Postale, c'est tout le travail avec les fintechs. Donc là aussi, je ne pense pas qu'on soit une exception, mais il y a une vraie volonté de dire on va créer un incubateur et on va même installer l'incubateur et la nouvelle banque digitale sur le même lieu. Donc on aura un lieu à part, séparé du siège de la Banque Postale pour nous accueillir. Et la volonté, c'est vraiment à la fois une volonté de faire prendre conscience en interne de toute cette culture digitale, et on sait que c'est quelque chose d'important pour les banques, en l'occurrence pour les banques traditionnelles, et puis de créer plus de liens, plus de contacts, plus de passerelles avec des entités qui apportent des réponses souvent assez pointues et qui finalement s'intègrent et permettent d'améliorer les propositions qu'on est capable de faire à nos clients. Donc voilà pour les éléments de stratégie et voilà pour le pourquoi du comment on crée cette banque. Je reviens sur votre question sur l'anglicisme. Trouver un nom pour une banque digitale, c'est pas évident. On n'est pas la première à se créer sur le marché français. Voilà, beaucoup de noms ont déjà été créés, inventés. On voulait 3 choses. Un nom qui interpelle, qui donne envie d'en savoir plus. Et je pense que sur ça, on n'a pas trop loupé le coche. On voulait un nom qui fasse vraiment référence aussi à ce qu'on est, à notre ADN. Donc, ma French Bank. Peu de banques peuvent choisir de s'appeler ma French Bank aujourd'hui dans l'univers des banques françaises. Et si vous avez le logo en tête ou si vous allez juste sur Internet, vous verrez qu'on a l'oiseau postal dans le logo. Et ça aussi, c'était très important. C'est l'appartenance au groupe La Poste, à la Banque Postale. Et c'est notre capacité à incarner ces valeurs de proximité et de confiance qui sont dans notre ADN. Alors là, il va falloir reprendre sa respiration parce que tu as dit beaucoup d'informations en 4 minutes 30. Alors, je vais te demander quelques petites précisions parce que comme il y en a eu beaucoup, m'en veux pas, je vais caricaturer un peu. Donc, si j'entends bien, il y a déjà un super SI à la Banque Postale, mais il est tellement super que c'était bien d'aller en créer un autre à côté quand même plus rapidement. C'est parce qu'il n'était pas tellement super ou parce qu'il n'était pas tellement rapide, prêt quand tu avais besoin? Non, comme tu le dis, tu caricatures un peu, mais c'est gentil de me tendre la perche. On est sur un SI qui, il y a quelques années, la Banque Postale est une banque jeune, mais elle s'est quand même créée il y a une dizaine d'années. Elle est l'héritière des services financiers de la Poste. Il est évident qu'on avait un SI qui finalement
porte toute cette histoire et ce qu'on appelle communément le legacy. Donc il est évident qu'il n'était pas temps réel, que sa capacité à servir typiquement plusieurs banques en parallèle, donc être multi-instances, n'était pas native et que donc le transformer pour répondre à nos enjeux sur une banque digitale, temps réel, agile, qui permet d'introduire des offres très rapidement, de corriger le tir si on pense qu'en effet on doit s'adapter, ça n'était pas aussi évident que ça sur le système d'information de la Banque Postale. Donc, de la nécessité, de l'intérêt, finalement, de travailler une solution à côté. Alors, quand je dis à côté, le cœur de banque et en particulier toutes les interfaces sont spécifiques pour ma French Bank. En revanche, on va bien être connecté à l'écosystème de la Banque Postale. Je pense en particulier au domaine des paiements, tout ce qui est monétique. Pour la monétique, on est connecté à Transactis, la filiale commune qu'on a avec la Société Générale. Quand on va offrir du crédit consommateur, on va se connecter à LBP Financement, la Banque Postale Financement, qui est une entité qui fait du crédit consommateur au sein de la Banque Postale. Si on propose des produits d'assurance, on pourra en proposer qui viennent bien évidemment d'autres entités, mais on aura un intérêt à, là aussi, créer des liens avec la Banque Postale Assurance. Donc, on voit bien qu'on a tous ces liens à créer. La comptabilité, on va avoir des reporting consolidés, donc on va s'intégrer à la comptabilité de la Banque Postale. Donc, on a quand même tous ces liens avec des systèmes de la Banque Postale, mais le cœur de banque, le core banking system en l'occurrence, il est dédié à ma French Bank. Et toute la partie qui est tournée vers le client et tournée vers les outils des services clients, là aussi, est propre et dédiée à ma French Bank. Juste pendant qu'on est sur le core banking, et vous le réécrivez à zéro ou vous avez... Alors, comme tu le sais, Laurent, oui. On est parti d'une solution éprouvée, en l'occurrence sur le marché, puisqu'on s'appuie sur la solution qui a été développée par mBank en Pologne, qui s'appelle aujourd'hui mBox. mBank a souhaité, en l'occurrence, avec l'appui d'Accenture, puisque c'est Accenture qui fournit le core banking system d'mBank, a souhaité finalement commercialiser sa solution qui part d'un cœur de banque et qui intègre les couches intermédiaires et les couches de front. Donc on part de cette solution. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, cette solution aujourd'hui, elle répond à un contexte réglementaire qui est le contexte réglementaire polonais, qui n'a juste rien à voir avec le contexte réglementaire français. On a des services, nous, on les développe aujourd'hui pour un lancement en 2019, donc on les développe pour qu'ils soient 100% sur le mobile, le plus accessible possible, le plus instantané possible. mBank est une banque qui est née il y a plus d'une dizaine d'années en Pologne, donc ces services étaient imaginés, certes digitaux, mais d'abord pour être utilisés sur le web. Donc on voit bien que nous, on a eu toute une adaptation et toute une réflexion à mener pour avoir un système qui, lui, était véritablement en adéquation avec une banque qui se lance en 2019 sur le marché français. On peut peut-être rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas mBank, je vous engage à aller regarder sur Internet, c'est effectivement quelque chose d'assez... Enfin, il y a peut-être quelques chiffres sur le marché polonais. Oui, c'est la 4e banque polonaise, en l'occurrence mBank. Il y a plus de 5 millions de clients. Et voilà, c'est une banque qui est reconnue, qui a été primée de nombreuses fois, en particulier pour son ergonomie et pour ses interfaces clients. Oui, ils aiment bien se classer soit en banque, soit en fintech, suivant comment on les regarde. Donc tu pars de là, tu disais que ça va être quand même très intégré avec le reste des offres, services, et même un peu IT de la Banque Postale, j'imagine. Aussi dans le réseau ? C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans le réseau très dense de la Banque Postale ? Je rebondis sur ton premier point. On a un modèle qui est un modèle à la fois de tenue de compte, donc la tenue de compte, comme on l'évoquait, elle est en propre dans ma French Bank, distributeur, et on va distribuer des produits, certes issus de la Banque Postale, mais pas que. Donc ça, c'est un point... On s'interdit rien. On s'interdit rien. Bien évidemment, à service équivalent avec une belle réponse de la Banque Postale, on va privilégier le fait de proposer à nos clients des services qui sont dans le groupe de la Banque Postale, mais on ne s'interdit rien et même on s'autorise tout, je devrais le dire dans ce sens-là. Donc on sera distributeur et puis on sera agrégateur parce qu'on pense aussi qu'arrivant sur un marché en 2019, sans naïveté, on aura des clients qui seront multibancarisés. Aujourd'hui, quand on regarde les moins de 35 ans, je crois qu'on a à peu près 40% d'entre eux qui ont plusieurs banques. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'on imagine que ceux qui rejoindront ma French Bank feront le choix obligatoirement d'abandonner leur banque principale. Donc on a cette volonté de proposer une ergonomie et une capacité pour nos clients de suivre l'ensemble de leurs comptes à partir de ma French Bank. Ça, c'est pour la première partie de la réponse. Et sur la deuxième, qui est le réseau de distribution, donc en effet, la Banque Postale, comme vous le savez, c'est une banque qui aujourd'hui est intégrée dans le réseau des bureaux de poste. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur une anecdote. Un jour, on faisait une table ronde, en l'occurrence sur ma French Bank, parce qu'on en fait beaucoup.
il y a des clients qui nous ont dit non mais la Banque Postale c'est une banque qui n'a pas pignon sur rue. Alors on s'est tous dit mais c'est quoi cette histoire de la Banque Postale qui n'a pas pignon sur rue? Et ce qu'ils voulaient nous dire c'est il faut aller la chercher à l'intérieur du bureau de poste. Et c'est assez vrai. Donc les conseillers bancaires de la Banque Postale sont dans les bureaux de poste. Et puis donc, il y a bien évidemment toute cette passerelle avec les services financiers pour une communication à distance. Ma French Bank ne sera pas commercialisée par les conseillers bancaires. En revanche, elle sera bien commercialisée en bureau de poste, en l'occurrence par les chargés de clientèle, donc qui sont ceux qu'on appelait communément autrefois les guichetiers, donc ceux qui sont dans l'espace public du bureau de poste, puisqu'on a cette particularité qui pour nous est très intéressante, c'est qu'on n'a pas un réseau d'agences bancaires, on a des bureaux de poste. Et en l'occurrence, près de 9000 bureaux de poste. Ces bureaux de poste, ils ont certes un espace bancaire avec une dimension conseil, mais ils ont un espace public qui est à multi-activité, donc qui fait bien sûr du courrier, du colis, du mobile, hein, la poste mobile que vous connaissez bien, et qui demain commercialisera aussi une petite banque digitale, donc qui sera proposée par les chargés de clientèle. On travaille bien évidemment sur un process d'ouverture de compte très rapide, donc quelques minutes, que ce soit en digital, donc on pourra ouvrir un compte Ma French Bank en digital en moins de 10 minutes, et ce sera la même chose dans un bureau de poste, à travers, en l'occurrence, le petit smartphone, le petit outil que le chargé de clientèle aura dans la main. Et ça nous permet en particulier d'aider des clients qui seraient en effet au moment de l'acquisition en interrogation, et puis d'accueillir aussi des primo-bancarisés, puisque vous le savez, pour accueillir des primo-bancarisés, on a cette relation à établir avec un contrôle, en l'occurrence sur l'identité. Juste, j'ai encore une question, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions aussi, parce que je sais qu'il y a quelques histoires qui doivent te rappeler des souvenirs. Hugues, n'hésite pas si tu as des questions à poser à Alice. Quand j'entends sur le réseau de distribution et le guichet, je pense qu'on pourrait y revenir. Alice, là, tu nous as bien exprimé tous les objectifs, ce que tu souhaites faire. Maintenant, tu es déjà au milieu du gué, parce que vous voulez sortir dans une petite année, si je ne m'abuse, un peu moins. C'est quoi la date espérée ? Alors, on a des tests dès cette fin d'année. Donc, on met le système en production dès cette fin d'année. Donc, on est en plein dans la phase de test. On en discutait en arrivant avec Hugues, où je lui disais, on est encore dans la cave, mais on monte l'escalier marche après marche et on espère bien voir la lumière du jour très bientôt. Donc voilà, on est dans cette période de tests finaux pour mettre en production la solution dès cette fin d'année. On se donne toute une période pour stabiliser la solution, l'éprouver, l'upgrader sur les points sur lesquels on a déjà des projets d'évolution, et on envisage un lancement commercial au printemps 2019. Donc pour revenir à la question principale, qui est transformer la banque ou en créer une nouvelle. Tu as fait 2-3 ans dans la banque. Là, tu commences, je ne sais pas depuis combien de temps, quelques mois, un pied dehors, un pied dedans. Si on résume, parmi les intérêts de créer à l'extérieur, il y avait l'idée qu'en tout cas, ce serait peut-être plus facile côté IT, peut-être plus souple pour certains liens avec des produits externes, peut-être aussi plus facile, j'imagine, pour recruter certains profils, culture, les process. Ça, c'était, on va dire, les cases à cocher dans les slides. Maintenant que tu es au milieu du chemin, est-ce que tu peux déjà nous dire, bah tiens, là, c'est encore plus facile qu'on pensait, ou là, c'est peut-être pas aussi simple qu'on pensait, ou c'est trop tôt pour déjà avoir quelques retours? Déjà, je pense que vous en êtes tous convaincus dans la salle. C'est pas facile de créer une banque. Je pense que chacun peut en témoigner. C'est complexe. C'est un marché qui est extrêmement régulé. Donc, tu l'évoquais, il y a déjà un parcours qui est le dépôt d'une demande d'agrément bancaire. Donc, ça, c'est un dossier qu'on a déposé, nous, en avril 2017, et on a eu notre agrément bancaire le 25 janvier 2018. Donc voilà, ce dossier, il est déjà extrêmement complet. Vous présentez votre BP, vous présentez votre structure informatique, toute la partie process, sécurité. Donc vous êtes challengé, en l'occurrence, par la CPR et par la BCE jusqu'à l'obtention de l'agrément bancaire. Nous, on est établissement de crédit, c'était une volonté. Donc pour répondre à ton point, donc oui, une filiale. Donc Ma French Bank, c'est une filiale à part entière de la Banque Postale qui a son agrément bancaire d'établissement de crédit propre et qui a donc tout ce cheminement, toute cette construction de banque à part entière. Le fait d'être une filiale de la Banque Postale, bien sûr que ça a un intérêt. Donc on a un appui technologique, on a un appui réglementaire, on a un appui financier qui est très conséquent. Donc là aussi, vous le savez, quand on structure une banque, on doit la doter en fonds propres. En l'occurrence, cette exigence, elle s'applique à nous dès cette fin d'année. On doit la doter en fonds propres au moment où on implante, enfin on met en production la solution, pas au moment du lancement mass market en l'occurrence. Donc c'est une exigence là aussi financière très conséquente de dotation en fonds propres de cette nouvelle entité.
Maintenant, ce choix, très honnêtement, il est assumé, il est voulu par la Banque Postale, il est construit en articulation avec le soutien de la Direction Générale de la Banque Postale, et ça, je pense que c'est très important, parce que se lancer dans ce projet pluriannuel, je pense qu'on peut le souligner, sans un appui très structurant au niveau de la Direction Générale, c'est juste impossible, puisque cette petite banque, on l'a dit, elle sera commercialisée dans les bureaux de poste, se pose toute la question de l'articulation. Comment, en effet, un chargé de clientèle oriente soit vers la Banque Postale, soit vers ma French Bank. Se pose la question de la clientèle qu'on va chercher, se pose la question du fonds de commerce de la Banque Postale qui pourrait être pertinent à adresser pour ma French Bank. Donc toutes ces questions-là, on se les pose parce qu'on fait partie d'un groupe. Donc un plus sur le fait qu'on a un support et une intégration. J'ai envie de dire une responsabilité, du coup, additionnelle, supplémentaire dans l'articulation qu'on doit trouver avec l'offre traditionnelle de la Banque Postale. Que bien sûr, on n'aurait pas eu si on avait été une petite entité qui naissait, j'ai envie de dire, dans son coin. Après, est-ce que ce cheminement en vaut la peine? Je l'espère. Donc, rendez-vous très prochainement. En tout cas, on a de belles ambitions pour ma French Bank. Merci, on aura sans doute d'autres questions tout à l'heure. Hugues, j'ai l'impression que la moitié du sujet, on parlait un peu de ton histoire, en fait. Réseau, digital, etc., etc. Parce que tu étais, je me souviens des premières fois où je t'ai invité, fin 2015, tu étais un des seuls fintech à dire si, il me faut un réseau. Le physique, c'est utile. Mais avant d'y revenir, comment on passe de l'aventure nos banques à l'intégration dans une des plus grandes banques institutionnelles et établies, tout aussi charmante soit-elle, en Europe? C'est simple d'avoir une petite anecdote sur ma French Bank. Le projet s'appelait No Bank, effectivement, au départ, parce qu'on n'était pas une banque, on était un établissement de paiement, mais on voulait être perçu comme une banque, puisqu'on donnait un relevé d'identité bancaire. Et donc, le fond du sujet, c'est on donne un compte aux gens, et pour les gens, tu as un compte, c'est une banque. Mais moi, j'aimais pas le mot No Bank, parce qu'il y avait No dedans, et j'aime pas ce qui est négatif. J'aime bien qu'on choisisse une marque pour, plutôt qu'une marque contre. Mais Riyad était à fond, mon associé, pour No Bank, et on est allé à la CPR. Ils ont retoqué No Bank, parce qu'il y avait banque dedans, mais on a dit, mais il y a No devant. Et la CPR nous a répondu, mais tout le monde ne parle pas anglais. French, tu es obligé de mettre une astérix avec français, voilà, en bas ou pas? Et donc là j'avais plus d'arguments. En fait. Juste pour l'anecdote, la CPR nous a validé le nom, puisqu'on a beaucoup d'obligations de validation jusqu'au nom de l'entité. Donc, comme tu le dis, il y a un moment où la CPR doit valider. Mais j'y pensais, du coup, Laurent, moi aussi, je peux poser une question. The Bank, tu jouais pas aussi sur le franglais? Alors moi, je ne l'ai pas inventé le mot, ceci dit, on l'assume. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu les mêmes difficultés. Mais c'était une bulle différente. Non, et donc pour revenir à ta question, donc pour comment on passe de nos banques à BNP Paribas. Alors d'abord, on peut créer une banque très rapidement pour quelques centaines de milliers d'euros. Et donc si on prend un core banking en mode SaaS, comme SAB qu'on a pris au démarrage, même si maintenant on réintègre complètement notre core banking et, avec des technos Cassandra et en temps réel, mais on peut monter en SaaS en quelques trimestres. Une banque. Fait, oui. Voilà. C'est un peu de bric et de broc, c'est un peu on fonce, mais la vraie différence en fait entre créer à l'intérieur ou créer une nouvelle, c'est Mbappé, quoi. C'est-à-dire que c'est 37 km/h. C'est-à-dire que c'est la vitesse, Et finalement, le plus important, c'est de partir. Et la grande différence entre une grande institution et une start-up, c'est que la start-up, elle fonce. Elle n'a pas tout réglé, elle n'a pas répondu à toutes les questions, elle prend beaucoup plus de risques par construction, mais elle va très très vite. Et donc il y a un sujet qui est, je crée quelque chose de parfait. Le projet avec ton associé et le lancement? Le temps a été long à cause des levées de fonds. Et ce qui va répondre à une partie de la question, c'est-à-dire que quand on a fait tout le dossier ACPR, qui fait 4800 pages, et qu'on a fait les allers-retours, qu'on a validé l'organisation, chacun des processus, chacun des profils, chacun des postes de travail avec la fiche de description du poste, hein, c'est quand même dense, qu'on a challengé le modèle, etc., qu'on a tous les contrats signés avec les SLA. C'est pour ça que ça fait 4800 pages, mais il faut avoir le contrat avec Mastercard, le contrat avec Gemalto, le contrat avec SAB, etc. Donc quand on n'a pas démarré et qu'on est une start-up, il faut déjà avoir négocié avec les grands de la place des conditions. Donc ça, c'est assez rapide. Je dirais que ça, c'est en 12 mois, on peut tout faire. Et une fois que le dossier ACPR était complet et qu'on devait passer au collège pour avoir l'agrément, on pensait cranter ce milestone. Et on avait déjà investi de l'ordre de 2,5 millions. Et là, la CPR nous a dit, on passe au collège si vous levez 6 millions de capital en plus. Et nous, on pensait
avoir l'agrément et sur la base de ce succès, de ce milestone, d'aller lever des fonds. Et donc voilà. Sauf qu'on nous a dit, voilà, tu ne passes pas au collège si tu n'as pas les fonds. Et donc aller chercher des fonds en disant, je vais créer une banque chez le buraliste, j'ai pas l'agrément, donc j'ai pas mon code banque, donc je suis pas plugué sur ma banque chef de file, c'est pas. Donc j'ai pas testé ma première carte, j'ai pas testé mon informatique, j'ai pas de client. Et lever, voilà, j'ai perdu 1 an. Et pendant cette année, d'ailleurs, la relation avec Mastercard, avec Gemalto, se détricotait. Parce que moi, je leur avais dit, je passe au collège dans 1 mois, et après, on y va. Et puis, au bout de 2 mois, 3 mois, ils disaient, bah, alors, t'en es où? J'ai dit, bah, je cherche l'argent. Et donc, c'était très compliqué. Donc, on a levé, au total, dans toute la période, 39 millions d'euros en 7 tranches. Et j'ai passé la moitié de mon temps à chercher de l'argent et à lever de l'argent, ce qui est une difficulté quand on est une start-up. Et donc, on avait 140 actionnaires. Et donc, quand on fait rentrer des amis au début, qui mettent quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas compliqué, mais dès qu'on fait rentrer des gros business angels, dès qu'on fait rentrer des family office, et puis après des fonds comme Partech ou comme Fidelity qu'on a fait rentrer, eh ben on signe un pacte d'actionnaires. Et dans un pacte d'actionnaires, il y a une clause de liquidité. Et donc, on sait qu'on a une obligation de moyens au bout de 5 ans de faire une mise en vente totale avec une solidarité entre les actionnaires qui est prévue dans le pacte, parce que les gens qui mettent leur argent à risque veulent qu'on puisse leur assurer. In fine, peut-être finalement une vision presque moins industrielle que pourrait l'avoir une grande banque, oui, qui pourrait dire je te laisse 7-8 ans pour voir voilà. ce que ça donne, même si c'est pas... Et il n'y a pas la vision long terme. Et dans les comités de surveillance où on décide de la manière dont on va financer, il y a l'éternel débat entre je fais une méga levée, ce qu'on peut faire à partir d'un certain moment pour me donner de l'air et y aller, ou quand je suis le business angel ou quand je suis le family office qui est beaucoup plus sharp, je te finance au compte-gouttes, quoi. Et donc, ce qui est beaucoup plus complexe. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, une gouvernance dans la start-up où les actionnaires ne sont pas représentatifs ni de leur indépendance, ni de leurs compétences sur les métiers bancaires, mais sont représentatifs de l'argent qu'ils ont mis. Et quelqu'un qui met beaucoup d'argent, il veut être au board. Et quand il est au board, eh ben, il veut repliquer ce qu'il a fait, parce que lui, il a eu du succès dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, etc. Et on a des boards qui dysfonctionnent complètement. Parce que d'un côté, on a des gens qui veulent qu'on duplique leurs propres expériences, on perd du temps. Voilà. Et de l'autre côté, on a des débats éternels sur le prochain financement et la manière dont ça va se passer. Tant qu'on est rentable, on ne dort pas bien. Nous, on a perdu 500 000 euros par mois pendant 2 ans. Et donc, voilà, et c'est des périodes qui sont un petit peu stressantes, mais même si on a l'attraction. Et voilà. Par contre, quand vous commencez à avoir des clients, quand vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, quand vous commencez à avoir du succès, il y a de plus en plus d'investisseurs qui viennent et on en voit beaucoup. Et d'ailleurs, moi, j'allais à Paris FinTech essentiellement pour voir des investisseurs et travailler sur la réputation corporate de la FinTech et de la Si startup. je t'entends, c'est pas si compliqué de créer à l'extérieur, à part cet énorme sujet qui est le financement. Parce toujours avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que voilà, qu'une levée de fonds, ça met 9 mois. Si tu n'as plus que 6 mois de cash, c'était pas bien. Voilà. Donc en permanence, voilà. Tu es en marketing. Et si on caricature le modèle nickel, c'est du roadshow permanent. On n'avait pas de budget marketing, donc il fallait en permanence sur le terrain avec les centres d'action sociale des mairies, avec les associations, avec les buralistes. On n'avait pas d'argent, donc il fallait être en permanence sur le terrain. Donc en fait, si on caricature le modèle nickel, on l'a lancé comme un homme politique et on a fait des campagnes en permanence sur toutes les parties prenantes, sur tous les sujets. Voilà, on a mouillé notre chemise, les assemblées générales, les chambres syndicales de buralistes tous les dimanches après-midi à 17h dans tous les départements, qu'on a vraiment fait un travail de terrain colossal. On a labouré, voilà. Et donc, il y a un moment où ça se cristallise. En fait, on commençait à discuter avec certains partenaires. À force d'avoir fait 7 tours de table, on était connus comme le loup blanc. Donc moi, j'étais très, très impressionné de voir que les premiers investisseurs qui sont venus nous voir et qui nous ont repérés, c'était Summit, c'était Index, c'était Accel Partners, c'était les grands fonds américains ou anglo-saxons, bien avant les fonds français qui ont un screening de la presse, qui lisent la tribune et qui lisent, quoi qu'ils regardent, tout ce qui se passe. Et c'est très impressionnant de voir qu'au bout d'un moment, on devient un objet de curiosité. Pas encore un objet de désir, mais un objet de curiosité parce qu'on existe. Et le travail de beaucoup de fonds est fait. Et d'ailleurs, dans les banques, il y a des banques qui sont très très fortes pour venir vous voir bien avant les autres. Et ceux qui sont venus nous voir les premiers, c'est Santander, c'est BBVA, c'est Lloyds, c'est Commerz, et avec une veille qui est beaucoup plus puissante que ce qu'avaient à l'époque
les banques françaises, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et en ce moment, tout le monde investit peut-être un peu, Ceci dit, j'imagine trop. que tu as discuté avec la plupart des banques françaises avant d'être avec la BNP. Oui, alors donc au bout d'un moment, on a discuté avec pas mal de banques françaises et on a vu les uns les autres. Et puis il y a un moment où ça se cristallise et nous, ça s'est cristallisé en décembre 2016. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai dit, on va avoir 500 000 clients en début d'année, on a 100% de croissance. Et on sera rentable au mois d'août 2017. Et on est rentable depuis le mois d'août 2017. D'ailleurs, la CPR vient de faire une étude auprès des 12 banques en ligne qui existent en France. Ils feront un communiqué début septembre. Moi, j'ai eu juste les restitutions qui nous concernent. On est le premier ouvreur de compte en France. Et dans ces 12 modèles, il n'y en a qu'un qui est rentable et c'est nickel. Je reviendrai dessus pourquoi. Donc, pour répondre à la question, comment on passe à BNP, c'est très simple. Donc là, ça se cristallise, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui vous intéressent. Donc nous, concrètement, on a eu des fonds comme KKR qui sont venus nous voir et qui nous ont fait des propositions de rachat. Moi, je n'avais pas envie d'aller avec des fonds d'investissement. Parce que, pour reprendre une image, moi j'étais dans ma 2 chevaux à 160 à l'heure sur une ligne de crête et j'avais envie d'être sur une berline et d'être un peu plus solide et confortable. Et j'ai beaucoup discuté avec tous les grands distributeurs, avec tous les telcos. Et j'ai vite compris qu'ils ne connaissaient pas la conformité, qu'ils ne connaissaient pas les risques, qu'ils ne connaissaient pas l'informatique. D'ailleurs, Orange Bank a racheté Groupama pour avoir un informatique bancaire, etc. Et je me suis dit, finalement, la sortie, elle peut être qu'avec un industriel, qu'avec un banquier. Et puis, ce n'est pas secret. J'ai discuté avec plusieurs partenaires. Il y en avait avec qui j'avais envie d'aller plutôt qu'avec d'autres. Et j'étais allé de manière proactive en fonction des relations que j'avais avec les uns ou les autres. Et les fonds de Santander Innoventure sont venus et nous ont fait une offre qui était début janvier 2017, qui était défiant toute concurrence. Ils en avaient envie. Et donc, on s'est retrouvé avec ça. On s'est retrouvé à discuter avec beaucoup d'institutions. Et Partech, qui était dans notre capitale, a dit on va regarder où est le marché. Et donc on s'est réparti les rôles. Moi j'ai appelé les différents contacts que j'avais dans les différentes institutions en disant est-ce que vous avez une vraie volonté d'avancer ou pour l'instant c'est un peu mou la relation qu'on peut avoir. Et puis il y a une banque qui a été colossale, c'est-à-dire qui a été BNP Paribas. J'ai eu un rendez-vous tout de suite avec Thierry Laborde, Sophie Heller et les équipes de développement de la banque, un jeudi matin. Et à 8h, à midi, il me signait une NDA. On a mis une équipe qui a travaillé tout le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. On a fait un business plan 2020 ensemble, sur lequel on était en confiance tous les deux. D'ailleurs, avec les vrais modèles de producteurs, distributeurs que peut avoir BNP Paribas, on voit très bien le potentiel de synergie de revenus qu'on peut avoir avec CTLM, avec Cardiff, avec les différents modèles. Et donc là, ils ont leur modèle et on voit très très bien sur nos segments de clientèle quel est le taux de cross-selling qu'on peut avoir. Des énormes synergies de coûts qu'on voit immédiatement. Par exemple, Mastercard, c'est-à-dire que nous, en amenant à l'époque de 500 000 clients, là on est à 950 000, on sera à 1 million début août. On fait monter un cran à BNP Paribas qui fait une économie considérable, mais nous, on achète Mastercard beaucoup, beaucoup moins cher. Et pareil avec Gemalto, pareil avec l'ensemble des prestataires. Donc on a des synergies de coûts, on a des synergies de revenus. Ça, c'est ce qu'on voit avant, parce que les principales synergies, elles sont dans le tour de main, dans le mode opératoire, dans tous les sujets, et on les découvre complètement après. Et donc, on fait ce BP 2020 le dimanche soir, comité exécutif le lundi matin, conseil d'administration le mercredi soir, LOI, très clair, très propre, très simple, document d'une page et demie, le jeudi matin. Et donc, il me demande une période d'exclusivité d'un mois, j'ai dit 15 jours, parce que j'avais d'autres discussions avec d'autres. On focalise les due deals sur l'informatique et sur la conformité. Et au bout de 10 jours, on avait dit 15 jours, ils ont fait le tour des sujets, ils voient que c'est propre. Et j'ai une offre ferme, définitive, sans condition, pas de McClose pendant la période de due deal, pas de garantie de passif hors fondateur sur les autres actionnaires. Donc quand on veut faire un deal, on peut le faire en une semaine. Et donc là, on se retrouve avec des offres, on se retrouve avec un prix. Et le sujet qu'on a en discussion, c'est est-ce que je continue tout seul ? Et là, j'étais cash riche, on devenait rentable, il restait 5 millions sur le compte en banque, donc on a presque trop levé, mais on ne lève jamais trop, ça c'est un conseil qu'on donne à toutes les startups. Ou est-ce qu'on s'adosse à un partenaire ? Et en fait, dans les réflexions, il y a l'envie de tracer un sillon long et droit, plutôt que d'être en permanence avec 140 actionnaires, avec une gouvernance qui est pas assez solide et qui n'est pas assez professionnelle.
C'est offrir un bon relais aux actionnaires. Donc on regarde la valeur temps, on se dit est-ce qu'il vaut mieux le faire dans un an de manière aléatoire. On commence à avoir des discussions avec des Américains et des Chinois qui voulaient avoir une place en Europe. Voilà. Et en fait, on se dit, c'est avec ce partenaire bancaire qui nous comprend qu'on va pouvoir tracer la meilleure route. Donc c'est une évolution naturelle, c'est-à-dire que nous, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit vous êtes vendus au diable, vous étiez altermondialiste, vous étiez le no-bank, le compte sans banque, etc. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez dans BNP Paribas. Moi, j'assume depuis le début d'être capitaliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas monté une association, on a monté une entreprise, elle est régulée par la CPR, on a levé des fonds avec des business angels, et finalement, c'est la mécanique classique, c'est-à-dire que je passe du seed au fonds d'amorçage, au fonds A, à des investisseurs de série B, etc., de plus en plus grande catégorie, et à un moment, eh ben, il y a la question du relais qu'on offre à nos investisseurs, qui est soit industriel. La bourse, ça n'offre pas le sujet du relais, ça ouvre le sujet d'augmentation de capital, c'est une étape intermédiaire et qui offre une valorisation. Les LBO, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas de rentabilité, on n'a pas de dividendes qui permettent d'avoir une dette qui soit suffisante. Les sorties avec les fonds, ça fait peur parce qu'ils veulent un multiple de 3 à 5. Donc ça veut dire qu'on vient de faire un sprint de 4 ans. On voit tous les bugs et on voit tous les dysfonctionnements qu'on a et on a envie de vraiment solidifier le modèle. Et il y a des gens qui vous disent bah voilà, il faut que tu accélères. C'est-à-dire que tu vas partir dans tous les pays, tu vas partir dans tous les segments de marché, etc. On n'a pas envie, quand on vient de faire un sprint de 4 ans, on n'a pas envie d'accélérer. On a envie de solidifier le modèle. Et moi, mon envie, c'est que la marque Nickel, un jour, elle ait une grosse part de marché en France, 5-10%, et qu'elle soit pérenne et que l'offre continue. Donc on a envie d'avoir créé quelque chose qui soit solide et qui perdure. Et donc BNP a eu l'intelligence de respecter l'autonomie de la filiale, de respecter la marque, de ne pas mettre BNP Paribas dedans. Donc ça, c'est un point de désaccord. Moi, j'ai toujours gardé la marque Boursorama différente, les marques Crédit du Nord, donc groupe Société Générale différentes, voire les marques La Dernière, etc. C'est-à-dire de régionaliser, même si, et donc d'avoir quelque chose qui soit une stratégie multimarque, qui soit une stratégie qui soit attractive et qui donne un sentiment de choix aux clients qui soit plus forte plutôt que l'adosser. Alors moi, je ne mettrais pas l'oiseau bleu, mais c'est un choix qui est différent. Mais je trouve qu'être alternatif et être agressif, c'est quelque chose qui permet de faire un trou beaucoup plus rapidement. Et donc voilà, pour répondre brièvement à ta question, c'est une histoire normale de financement d'une entreprise qui, à un moment, trouve un relais pour ses actionnaires. Tu parlais des synergies que tu as vues après, parce que tu as évoqué des synergies de coûts assez évidentes en amont, toute la partie capitalistique. Maintenant que c'est fait, et ça fait un certain temps quand même déjà, parce que tu parlais de janvier 2017 en fait, hein, tout s'est fait en janvier 2017. Donc c'est tout ce qui est monétique, et donc qui est beaucoup très fort et qui se modèle. Voilà, et donc les équipes de Pierre Ferstand, BNP Paribas apportent beaucoup à Nickel, et notamment l'ensemble des relations de place, CEPA, etc. qu'on peut avoir. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, et là on bénéficie d'expérience, de solidité, de beaucoup d'innovation, etc. qui rendent le modèle beaucoup plus fort. Je t'arrête une seconde. Vous bénéficiez de beaucoup d'innovation, c'est intéressant d'entendre dans ce sens-là. Tout à fait. On dit souvent la fintech amène l'innovation à la banque. Donc de cybersécurité, bien mieux fait chez BNP Paribas que ce qu'on avait. À la limite, j'ai un peu de sueur froide après coup en regardant, mais ça c'est la start-up qui part en courant très vite. En revanche, nous on apporte énormément sur le temps réel, et donc là on a vraiment essuyé les plâtres du marché. Et là maintenant on arrive voilà, quand on a les téléchargements des CAF en début de mois, au début avec ça, on mettait 7 heures. Quoi. Et quand c'est en temps réel, quand c'est dans la journée, il y a des ralentissements de serveurs, les clients fragiles se connectent toutes les 2 secondes pour voir s'il y a l'argent parce qu'ils n'ont pas fait de course depuis 10 jours. Quoi. On a des tas donc le service client est saturé, donc il y a beaucoup de sujets. Donc là maintenant, on a la puissance de calcul et la puissance de traitement des opérations qui est calculée en permanence avec du machine learning, l'intelligence artificielle, et donc on peut traiter des milliards d'opérations en millièmes de seconde. Donc là, on a complètement basculé nos systèmes. Tous les nouveaux clients depuis 3 mois sont pris sur les nouveaux systèmes, et là on bascule pendant l'été, on migre tout le stock de clients, et on a complètement réimpatrié et construit notre core banking system. En interne, là, en interne, oui, tout à fait. Donc on a pris des développeurs. C'est 2 ans de projet. Donc l'équipe qui a mis en place Arnaud Giraudon depuis juillet 2016. On avait initié ce projet. Donc là, on a nous, et là, ça, on apporte beaucoup à BNP. Et l'ironie du sort, c'est que quand on avait créé Nickel, la place disait il n'y aura pas de modèle, c'est pas rentable. Bon, on est les seuls rentables. Et puis disait ça va être une usine à blanchir parce que c'est chez les buralistes. Et ben, il se trouve que c'est sur le sujet de la lutte contre le blanchiment où, avec le temps réel, avec l'intelligence artificielle, avec le machine learning, on est devenu très fort. Et là, à plus d'1 million de clients avec les taux de croissance qu'on a, et on arrive à anticiper, on arrive à scorer a priori.
Et donc là, c'est la conformité de BNP qui apprend beaucoup de nickel sur la lutte contre le blanchiment. Alors nous, on apprend dans beaucoup d'autres domaines. Donc monétique, cybersécurité, temps réel, lutte contre la fraude et le blanchiment. Il y a énormément d'apports. Est-ce qu'il y a aussi des branchements avec les autres usines à produits dont tu parlais de la maison ou... Alors pas encore tout à fait, parce que nous, on a envie de marcher en architecture ouverte. Tu as vu qu'on a lancé la carte Chrome là, il y a 3 semaines. Donc on a déjà 70 000 précommandes. On en vend entre 800 et 2000 par jour, suivant la période du mois. On en vend plus en début de mois qu'en fin de mois, parce que les gens ont plus d'argent en début de mois qu'en fin de mois. Et cette carte, elle correspondait au fait qu'au début, on s'était créé. Il faut avoir un combat quand on se crée, c'est ça qui fait venir les clients, donc pour lutter contre l'exclusion bancaire. Et donc on voulait une solution qui soit beaucoup plus simple que le droit au compte, service bancaire de base, ou le livret A qui était un petit peu dégradé, qui était la solution pour beaucoup de gens. Et donc, et on a été surpris de voir que finalement, les clients qui venaient étaient représentatifs à 65% des 40% de Français qui sont en dépassement d'autorisation découvert, et que finalement, certes, on rebancarisait des gens, on aidait des gens. Là, on a fait une étude sur notre base client. On a 40% de nos clients qui sont inscrits au fichier du chèque ou au fichier du crédit. Donc, il y a 2,5 millions sur chacun. Donc, on joue vraiment notre rôle social et de faire une économie considérable à ces gens-là pour plus qu'ils payent finalement pas tant les découverts que les frais d'incident et les paiements au-delà de l'autorisation de découvert ou les habitaires détenteurs ou ces choses-là. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des gens qui nous prenaient comme c'est un compte bloqué en temps réel pour payer sur Internet. Et c'est 20% de nos clients. Ou pour voyager. Et c'est 10% de nos clients parce que c'est une carte qui est moins chère. Et donc, on s'est dit, bah voilà, on a 30% de notre base client qui est plutôt aisée, qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup d'achats sur Internet et qui nous prend comme 2e ou 3e compte pour ces usages qui sont spécifiques. Et donc, on a benchmarké toutes les assurances de toutes les cartes infinites et de toutes les cartes Gold. Et on a fait les meilleures assurances et les meilleures couvertures sur le paiement Internet et sur le voyage. Et donc, on a fait cette carte Chrome pour 30 euros. Alors, on nous a dit, c'est parce que vous avez été racheté par BNP Paribas, donc maintenant, vous vendez des choses plus chères. Non, c'était dans la roadmap, où offrir le meilleur au meilleur coût sur chacun des segments de clients. Donc, c'était déjà dans la roadmap avant d'être racheté par BNP Paribas. Et donc, on a lancé cette carte qui est haut de gamme. On a fait un appel d'offres. Et donc, on a retenu un autre assureur que les assureurs internes de BNP Paribas. Et donc, en fait, on a dans notre règle de fonctionnement, c'est qu'à condition égale, on peut privilégier le producteur interne, mais que si on a des conditions qui sont meilleures et s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre le marché avec nous, eh ben on ira avec la meilleure prestation au meilleur endroit. À condition égale, on privilégie bien sûr BNP Paribas qu'on interroge systématiquement. Il est fort, il a réussi à répondre à la question et vous faire toute la promotion de la carte, le prix et l'offre. Il est très fort. Toi qui as été vraiment au cœur d'une grande banque, de plusieurs grandes banques avant, qui a été dans la banque alternative de la Société Générale avec Boursorama et aux manettes qui plus est, et qui a créé Compte Nickel. Est-ce qu'avec le recul, pour revenir à la question du jour, tu penses que si on t'avait donné un autre contexte, prenons un peu de science-fiction, dans une banque, tu serais arrivé avec le même projet, tu aurais dit en fait, je le fais directement chez vous, monsieur BNP, monsieur Société Générale, monsieur qui vous voulez, mais foutez-moi la paix 3 ans, donnez-moi tant et j'y vais. Est-ce que tu penses que c'est juste une question d'argent et de volonté, ou il y a un petit quelque chose que tu n'aurais pas eu, par exemple la frugalité, le fait que tu dois avancer avec 0 et avoir une page blanche et, voilà, et avoir faim quelque part, qui fait que tu n'aurais pu réussir comme ça que parce que y a eu cette sauce qui a pris à l'extérieur? D'abord, je crois que les choses ont beaucoup changé parce que Société Générale, je m'occupe aussi de l'innovation participative et de faire émerger des startups internes. Et donc ça, c'était dans les années 2000 et c'était après l'éclatement de la bulle. Et donc, j'étais un membre du comité de pilotage des activités internet du groupe. J'étais au comité exécutif pendant 10 ans. Et donc, ça a donné Boursorama, qui était Fimatex, qui a racheté Boursorama, qui a racheté Caixa Bank, et d'ailleurs le core banking system de Boursorama est celui de Caixa en Espagne, et Boursorama ne s'est créé en banque en ligne qu'en 2006, après l'acquisition du réseau Caixa Bank en France. Donc, Benoît était invité voilà, ce matin. Voilà, et j'aime beaucoup Benoît, et c'est moi qui l'ai nommé au poste de DG France, et maintenant il est patron de Boursorama. Et c'est un très très bon choix parce que c'est quelqu'un qui connaît par cœur à la fois les opérations, à mon avis c'est la bonne personne au bon endroit, enfin. Et donc, mais on avait créé Nabab dans les innovations. Et Nabab, c'était un asset gazeur qui faisait des produits structurés et qui vendait directement avec beaucoup moins de droits d'entrée et d'acquisition. Et là, ça coûtait une trentaine de millions, où la banque devait financer 15 millions de tranches. Et donc, ça avait été tué par la politique interne. Donc c'était un petit peu compliqué parce que c'était une époque où on n'aimait pas trop les nouveaux entrants qui concurrençaient les réseaux. Aujourd'hui, on est dans un mindset qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il fallait aller chercher de la part de marché avec des nouvelles offres. Là, en France, il y a
80 millions de relevés d'identité bancaire, à peu près. C'est ça le marché. On parle du marché de l'identité bancaire. Il y a la Banque de France qui vient de faire une étude sur 12 banques en ligne, qui fera son communiqué début septembre. Mais en gros, il y a un churn qui se stabilise, en fait, qui évolue pas tellement. C'est très étonnant. Hein. C'est-à-dire qu'on est monté un petit peu, notamment avec les renouvellements des prêts immobiliers, mais on reste dans les 4,5% de Français qui changent de banque. C'est-à-dire que c'est toujours pas beaucoup. Et ça a plutôt tendance à baisser. C'était monté à 4,8 et ça reste dans les 4,5. Mais ça veut dire qu'il y a à peu près 3,9 millions de personnes qui ouvrent des comptes ailleurs avec les nouveaux entrants par an. En fait, ces 12 banques en ligne ont pris un tiers du marché l'année dernière. C'est-à-dire que c'est 5%, un peu moins de 5% du marché du RIB, donc des 80 millions, donc c'est un peu moins de 4 millions de comptes, mais c'est 30% de la conquête. Donc on voit que la conquête se passe dans des offres qui sont différentes et qui sont nouvelles. Par contre, beaucoup de ces clients de cette conquête qui est très très forte, notamment chez les plus jeunes, parce qu'on est nettement au-dessus de 30% chez les millennials. Par contre, c'est encore beaucoup de comptes secondaires. Hein. C'est-à-dire que si on regarde dans les banques en ligne, la moyenne, c'est 25% de comptes principaux. Il n'y a que Nickel qui est atypique et qui a 60% de comptes principaux. Mais dans les banques en ligne, c'est... Voilà. Donc il y a un phénomène qui est quand même assez important de conquête par les nouveaux modèles, avec une vraie attractivité des nouveaux modèles et de ce qui est différenciant. Une dernière question très courte, s'il te plaît. Jean-Laurent Bonafé nous disait en janvier dernier au Paris FinTech Forum qu'il était très content de cette acquisition et que le temps réel sur les cartes Nickel, c'était bien, mais ce n'était pas pour tout de suite dans la BNP. Est-ce que pour toi, c'est un problème uniquement d'IT et de temps de transformation ou une vision différente des attentes d'un marché entre un qu'on pourrait qualifier peut-être d'une certaine niche de population que tu adresses et l'autre de mass market où on doit satisfaire l'ensemble des clients? Il est vrai que le temps réel a quelques effets de bord qu'on connaît tous, mais voilà, est-ce que c'est plutôt une différence de vision des attentes ou il y a vraiment un sujet technique et ça sera le temps que les choses convergent? Il y a les deux. C'est-à-dire que moi j'ai jamais aimé quand on parlait du client. Parce que pour moi, je raisonne par décile de la population et dans chaque décile, je raisonne par décile. C'est-à-dire que c'est très très différent. Suivant les gens, on raisonne toujours en fonction du client qui voudrait ci, qui voudrait ça. Il n'y a que 47% des Français qui ont un crédit. Il y a 50% des Français qui ont 92% de l'épargne nationale. Donc il y a la moitié des gens qui ont besoin de ni l'un ni l'autre. Et donc il y a des besoins qui sont très très différents suivant les sujets. Donc, tu as deux sujets. Tu as le sujet et on voit que les nouveaux modèles ouvrent très peu de comptes sur les plus de 55 ans. Donc, tu as un sujet de conservatisme des clients. Et il y a beaucoup de gens pour qui le temps réel, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont perçu. Et d'ailleurs, la notion de temps réel, nous, on l'a changé dans notre vocabulaire Nickel. On a parlé d'immédiateté parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire le temps réel. Temps réel, ça ne veut rien dire. En grand public, ça ne veut absolument rien dire, temps réel. Et donc, ce n'est pas du tout une demande des clients au sens large. Par contre, ça donne une efficacité opérationnelle qui est absolument colossale et ça permet beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning qui permet, sur le contrôle, sur la conformité, sur la donnée, sur le marketing, sur les scores d'appétence, d'être beaucoup plus performant. Et donc, c'est un sujet de performance industrielle. Le fait qu'on soit en temps réel, qui permet d'activer ou de désactiver sa carte en temps réel ou qu'elle marche que sur Internet ou qu'à l'international, etc., c'est utilisé par une fraction minimum des clients. Ce n'est pas des sujets fondamentaux, sauf si ils perdent leur carte ou ils se la font voler. Dans ce cas, ils la bloquent tout de suite ou ils font opposition. D'ailleurs, ils la bloquent avant de faire opposition en se disant je vais regarder si je la retrouve. Et donc, tu as le sujet principal. Tout le monde veut tendre vers le temps réel à cause de cette efficacité opérationnelle dans tous les domaines. Et en gros, il faut créer de la valeur par la data aujourd'hui. Et c'est le véritable sujet. Et ça, c'est le temps réel qui va apporter tout ça. Et donc, c'est une obligation d'y passer. Et donc, après, voilà, c'est le temps des projets, c'est la legacy dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que voilà, dans les banques, tu as encore des vieilles dames qui ont une SICAV Monori 78 et elle est encore en COBOL. Tu vois, c'est-à-dire que tu as des sujets de poids de l'histoire qui sont considérables. Et donc, migrer des gammes de produits qui existent depuis des dizaines d'années, migrer des infrastructures, etc., c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'il faudrait faire un Big Bang, c'est-à-dire laisser l'ancienne clientèle. C'est comme un départ de fonctionnaire à la retraite sur 2 pour régler le sujet. Et donc moi, je serais plutôt de dire on part de rien et on met tous les nouveaux clients sur quelque chose de complètement nouveau qu'on peut construire en 1 an. Et
on laisse vivre petit à petit l'ancienne base clientèle, voire on migre certains clients quand on peut, mais la legacy est colossale et donc les migrations sont lentes. Mais comme maintenant on va vers l'instant payment et qu'il faut qu'ils soient livrés dans l'année, donc il y en a qui sont plus en avance que d'autres, et que petit à petit ça va devenir la règle générale, les banques s'y sont mises et je pense que dans le courant 2019, tout le monde sera assez avancé sur ces projets-là. Ce sera un des grands thèmes du Paris FinTech Forum en janvier prochain. Ça, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup. J'avais oublié, pourtant, ça fait 5 fois que je t'invite sur scène. Il faut toujours que je me méfie des questions que je pose. Tu es encore plus long que moi dans les réponses. Mais par contre, c'est passionnant. Et donc, nous avons rattrapé mon avance. Nous sommes en retard. Mais je reviendrai quand même à la question, parce que j'en ai encore d'autres, mais il faut absolument que j'en pose aussi à Véronique quand même, parce que je n'ai pas le plaisir de vous connaître aussi bien que mes 3 autres panélistes. Par contre, il y a une petite différence, je dois l'avouer. Je ne suis peut-être pas assez digital par rapport à ces nouvelles offres, mais je suis client du Crédit Agricole. Et je ne suis pas encore client ni de Nickel, et pas encore de ma French Bank, peut-être quand tu l'ouvras ouverte. Et Morning, j'attends ton offre, Frédéric. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la digitalisation d'une grande banque, donc première banque française, comme le Crédit Agricole? Quand on est à l'extérieur et qu'on travaille beaucoup avec les fintechs, on a toujours l'impression qu'être le premier, c'est plutôt synonyme d'être le dernier dans les nouvelles offres, quand on regarde les marchés. Vous avez dit que vous étiez nouvelle dans le Crédit Agricole. Quelle est votre vision de cette digitalisation du Crédit Agricole? D'abord, un petit scoop, on n'est plus la banque qui finance les tracteurs. C'est important parce que moi qui m'occupe de la communication, on s'aperçoit qu'on a encore une image au Crédit Agricole, pour les non-clients d'ailleurs, très souvent marquée justement par cette empreinte de l'origine. Et c'est vrai qu'on est devenu aujourd'hui une banque très digitale. Et je suis étonnée d'ailleurs, Laurent, que tu n'utilises pas nos outils digitaux. J'utilise. En fait, on est déjà la première banque sur mobile. On a 6 millions de clients actifs tous les jours sur notre application. On a 70 millions de visites tous les mois sur notre site internet, rien que pour le ca.fr. Donc en fait, la digitalisation, c'est un sujet qui nous occupe depuis plusieurs années au Crédit Agricole. On était déjà premier sur le Minitel à l'époque. Donc, c'est mon retard. Et je crois que pour toutes les banques en général, on a toujours su prendre le train, en tout cas des transformations technologiques qui se présentaient à nous. Donc la digitalisation, pour répondre tout de suite à la question, en tout cas, nous clairement, on n'est pas en train de se dire il y a un début et il y a une fin. Tu disais tout à l'heure, mais quand est-ce qu'on passe du slide à la réalité sur la digitalisation? Moi, j'ai envie de te dire, en fait, il n'y a pas de fin dans ce travail qui est le nôtre, qui est un travail sans point d'arrivée, en fait. On a vraiment le sentiment qu'on va être en adaptation permanente et qu'on va être finalement en adaptation permanente par rapport aux nouvelles technos qui arrivent et sur lesquelles on a autant d'opportunités que de menaces à chaque fois à relever et qui sont finalement des challenges permanents pour les banques que nous sommes. Donc clairement, transformer la banque aujourd'hui, oui. J'écoutais Hugues qui disait finalement il y a énormément de comptes en ligne sur les banques qui s'ouvrent, les banques en ligne, et c'est vrai, il a raison. Mais ce qu'on observe nous également au Crédit Agricole, en tout cas, c'est qu'on n'a jamais ouvert autant de comptes qu'en 2017. On n'a jamais délivré autant de cartes bancaires, à l'heure où les cartes bancaires sont largement gratuites dans le modèle des banques en ligne. Donc en fait, on a une sorte de marché extrêmement dynamique aujourd'hui sur l'ouverture des comptes. Aujourd'hui, au Crédit Agricole, on a à peu près 25 millions de clients. Et on a ouvert énormément de comptes l'année dernière. Donc c'est dire que le marché délivre encore énormément de potentialités. Et c'est vrai qu'en fait, au-delà du nombre de clients, au-delà du nombre finalement du comptage numérique qu'on peut faire de ce marché, nous, ce qui nous intéresse au Crédit Agricole, c'est l'intensité relationnelle. Parce qu'en fait, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de comptes qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de gens qui essayent la banque en ligne finalement, et c'est vrai que finalement essayer c'est pas très compliqué, surtout que à l'arrivée vous avez parfois 120, 180 euros d'offert, donc finalement c'est plutôt un effet d'aubaine souvent. Mais il y a beaucoup finalement de clients qui essayent, mais qui pour autant renoncent pas à leur compte principal ailleurs et qui renoncent pas à la relation qu'ils peuvent avoir. Et j'ajouterais qu'en fait au Crédit Agricole, par rapport à ce que tu disais finalement sur ma French Bank, ce qui est intéressant chez nous, en fait, c'est qu'on a un modèle absolument opposé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est vraiment persuadés que le modèle d'avenir, c'est le modèle 100% digital et 100% humain. C'est-à-dire ce modèle qui saura combiner à la fois l'accessibilité digitale, comme le client le souhaitera, mais qu'au bout du compte, il y aura toujours un humain, alors qu'il soit au téléphone, qu'il soit en agence, peu importe, mais au bout du bout, il y aura toujours un humain pour accompagner nos clients. Et en fait, nous, nos agences...
Oui, je sais bien, mais en fait, nos agences à nous, on en a 7000 en France. Nos agences, pour nous, ce n'est pas des lieux de distribution. J'ai entendu ça beaucoup tout à l'heure. En fait, ce n'est pas des lieux de distribution de nos offres, nos agences. Et Eco, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Eco, on n'a pas choisi l'agence comme lieu de distribution. Nous, nos agences, en fait, c'est des lieux d'accompagnement et de conseil de nos clients. C'est ça, le point fondamental. Et en fait, on est très, très attentif à ça, que finalement, cette transformation de la banque, oui, elle est absolument nécessaire, il faut la faire. Et les outils digitaux, et demain, l'intelligence artificielle, et les chatbots, et toutes les attractivités technologiques, on saura les saisir, mais on saura les saisir en conformité avec notre vision qui est d'une banque 100% digitale et 100% humaine. Si j'ai bien compris une partie de la réponse de la Banque Postale, on a là, une partie de la réponse de la BNP, tiens, ça va m'acheter Nickel. Quelle est une partie de votre réponse, je présume pas l'intégralité de la réponse, mais c'était EcoBank. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, parce que de l'extérieur, je ne l'ai pas essayé. En fait, Eco, ce n'est pas une banque. Eco, c'est une offre. Eco, c'est une offre qui part de l'idée qu'aujourd'hui, la segmentation qu'on fait dans la banque et qu'on faisait encore au Crédit Agricole, qui était une segmentation finalement par typologie de clientèle. Vous savez, on va faire une offre pour la clientèle haut de gamme, on va faire une offre pour la clientèle intermédiaire, on va faire une offre pour la clientèle super haut de gamme, etc. Ces offres segmentées dans les banques sont de moins en moins opérantes, de moins en moins finalement crédibles, parce que les clients, en fait, finalement, ce qui les caractérise par rapport à la banque, c'est l'usage qu'ils font de la banque. Et nous, en fait, on a réfléchi à ça en disant il faut qu'on rentre par l'usage. Et on a constaté qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir l'étendue de la gamme, qui ont besoin d'avoir une offre très simple, et notamment une offre qui leur permet de gérer très attentivement leur budget. Et ça, Nickel a été sans doute une source d'inspiration, parce qu'en fait, on s'est dit il y a des gens qui ne veulent pas être à découvert, et pour lesquels c'est très important pour eux de ne pas être à découvert. Et donc, on a créé cette offre-là pour eux, notamment. Mais en fait, avec le lancement, on s'est rendu compte qu'on a ouvert assez large finalement le champ. Et on a créé cette offre avec un principe très simple. En fait, Eco, c'est un compte, une carte, une appli pour 2 €, point. C'est-à-dire sans frais cachés, sans mauvaise surprise, ce qui était souvent aussi mal perçu par des clients. Et en fait, on a créé cette offre pour ça. Et on l'a créée avec une vision 100% digitale et 100% humaine, parce qu'on s'est dit il faut que l'entrée en relation puisse être complètement digitalisée. Et c'est le cas. Si vous souscrivez à Eco, vous pouvez le faire en 10 minutes sur l'appli. Mais aussi 100% humaine. Si vous allez dans une agence Crédit Agricole, vous pouvez souscrire un compte Eco aussi très facilement. Et en fait, la différence peut-être que nous, on avait par rapport à cette offre-là, c'est qu'on n'a pas voulu la créer à part finalement de notre galaxie Crédit Agricole. Pour nous, Eco, c'était l'accès au Crédit Agricole, justement. C'est-à-dire, c'est l'accès à la banque universelle. Et c'est ce qui nous distingue peut-être de ma French Bank au final. C'est qu'en fait, nous, on considère que Eco, c'est l'accès à toute la banque. Le modèle universel du Crédit Agricole, qui est très ancré chez nous, c'est que quand vous êtes client Eco, en fait, vous n'avez pas une offre fermée. Vous avez la capacité à rentrer dans le monde des assurances, dans le monde des crédits, dans le monde finalement même de l'asset management, peu importe, parce que finalement, on se rend compte que Eco, ce n'est pas que des gens avec une typologie particulière, mais c'est des gens qui essaient la banque aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que cet accès à la banque et à toute la banque, il fallait que ce soit relié à notre système d'information cœur, justement. Parce que la meilleure façon de pouvoir finalement évoluer avec notre client et lui proposer toute la gamme universelle du Crédit Agricole, c'était justement de ne pas l'enfermer dans un système fermé, mais qu'au contraire, de lui permettre d'avoir l'accès à toute la banque dans un système ouvert. Et donc c'est pour ça qu'Eco, en fait, est à la fois 100% humain, 100% digital, mais une offre d'accès à l'universalité de la banque au Crédit Agricole. Je laisserai Alice réagir sur sa partie, mais juste pour bien comprendre, donc c'est une offre, il y a les intérêts, vous venez de les évoquer, les avantages d'être une offre, parce que vous êtes plus intégré justement au système existant, mais n'est-ce pas parfois un frein, parce que je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas parfois aussi quand même des difficultés informatiques ou internes ou de parcours par rapport à certains pans d'offres que vous auriez pu vouloir offrir en regardant la concurrence, en regardant les nouveaux acteurs comme N26, Revolut, qui prennent aussi des parts, même si Nickel en prend beaucoup. Est-ce qu'il y a, voilà, la question est toujours la même. Donc, a priori, vous avez fait votre choix, c'est d'aller vers le faire en interne, avec cette offre EcoBank. Y a-t-il parfois quelques points ou quand même quelques défauts à ce choix, ou pour l'instant, non, tout est beau?
En fait, on l'a fait en interne, mais on l'a fait aussi avec des partenariats externes. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup aussi appuyé sur des startups qui nous ont accompagnés dans la création de cette offre. Donc, on ne fait pas tout non plus en système fermé. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, on l'a créé dans l'accès à la banque. Donc, en fait, nous, la finalité, c'est vraiment au contraire d'être relié au système d'information central. Et ECO, on ne l'a pas lancé en 5 ans, on l'a lancé en 12 mois. Donc en fait, là, on est aujourd'hui capable, avec les API, avec énormément de briques qu'on peut rajouter à notre système actuel, on est capable de créer une offre éco qui est quand même extrêmement novatrice dans sa capacité aussi à être complètement digitalisée 100% du début à la fin, mais qui est aussi peut être interruptible, interopérable, que vous pouvez commencer en ligne et terminer en agence, commencer en agence et terminer en ligne. Enfin, on a vraiment travaillé un maximum le parcours client dans cette facilité d'accès, mais toujours avec cette optique finalement de ne pas créer une offre en soi séparée et fermée du système central, mais qu'au contraire, on l'a créée comme un modèle d'accès à la banque. Et c'est vraiment ça qui nous distingue. Et donc pour vous, ces quelques petits acteurs qui sont encore petits malgré leur levée de fonds gigantesque, mais comme Revolut N26, où bon, toi c'est pas une levée de fonds, mais enfin la valorisation est assez élevée quand même, nickel. Les deux premiers que j'ai cités n'ont pas de réseau de distribution, n'ont pas de point de collecte, c'est vraiment uniquement du digital, contrairement à vos offres qui tous les trois ont la particularité d'être digital et physique. Vous pensez que ça peut être que pour une niche finalement, in fine, par rapport à la taille du marché, d'un marché comme celui de la France? Parce qu'ils ont des grandes ambitions sur le marché français. En l'occurrence, les deux acteurs que je viens de citer, un vient de lever plus de 200 millions, l'autre plus de 100 millions, et c'est pas leur première levée. Donc voilà, quelle est votre vision sur ce type de nouveaux entrants? Non, je pense que c'est des nouveaux entrants qu'il faut regarder avec sérieux. C'est des personnes qui ont aussi une vision de la banque qui est intéressante. Je pense que ce qui nous distingue vraiment, en tout cas au Crédit Agricole, c'est qu'il y a vraiment une vision du monde transactionnel et du monde relationnel. Quand vous discutez avec les dirigeants de N26, qu'on a rencontrés il n'y a pas longtemps, d'ailleurs en Allemagne, c'est des gens qui vous disent nous on est là pour la transaction, enfin la relation on s'en fiche, en gros c'est pas le sujet, et je comprends très bien, enfin c'est un modèle en soi. Nous ce qui nous anime au Crédit Agricole, nous sommes une banque coopérative et mutualiste, donc en fait on va au-delà de la banque dans la mission qu'on se fixe, et clairement pour nous le modèle il est relationnel. C'est ça qui nous anime dans la banque. Ce qui nous anime, c'est accompagner nos clients dans leur moment de vie. Ce qui nous anime, c'est être là dans les bons et dans les mauvais moments. C'est ça qui nous plaît dans ce métier de banquier. Et en fait, il y a de la place pour tous. Et il y a de la place pour tous parce qu'il y a finalement des attentes clients qui sont très, très variées. Mais nous, en tout cas, au Crédit Agricole, la manière dont on a de considérer notre métier et de nous projeter dans l'avenir, c'est vraiment de défendre ce modèle-là. Je rajoute une chose quand même sur l'agence. Parce qu'un point peut-être à partager avec vous sur ECO, quand on a fait, vous savez, des trade-offs, des études sur ECO, et quand on savait bien qu'Orange Bank allait arriver, et donc on se disait, oh là là, on va faire une offre à 2 €, et on a en face une offre extrêmement attractive, gratuite, à 0 €. Et donc on a testé finalement les attributs de notre offre. On a testé déjà en sec 2 € par rapport à 0 €. Évidemment, on perdait le match clairement. Et puis on a rajouté, vous savez, les trade-offs, on rajoute à chaque fois un ingrédient pour voir la valeur de l'ingrédient qu'on rajoute. Et donc on a rajouté un ingrédient qui était la marque Crédit Agricole. Et donc on a rajouté Eco by CA. Tout d'un coup, ça y est, on remontait largement à notre niveau. Et puis quand on a rajouté Eco by CA plus l'agence, là on dépassait tout. C'est-à-dire qu'en fait, on constate aujourd'hui que quel que soit l'âge, quelle que soit finalement la typologie des personnes, le rôle très réassurant d'une agence, et je dis encore une fois, au-delà d'un réseau de distribution, une agence pour nous, c'est vraiment un lieu d'accompagnement et de conseil. Au-delà de ça, l'agence, ça reste quand même extrêmement fort et porteur dans l'esprit des clients, y compris les jeunes. Bon, c'est un peu rassurant pour l'emploi à l'heure où on ne parle que d'intelligence artificielle, de robots, de disparition, c'est plutôt sympa. Juste pour finir, vous avez évoqué il y a quelques instants des fintechs avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a des, peut-être citer ou pas les noms des fintechs, mais ce qui est intéressant, c'est les sujets sur lesquels vous avez pu avoir recours à ces nouveaux entrants à travers vos expériences avec Village by CA ou ce que vous faites directement avec elles dans EcoBank ou dans d'autres sujets. Récemment, des thèmes sur lesquels ces fintechs ont pu vous apporter quelque chose? Il y a des thèmes en particulier? Oui, dans ECO, on a beaucoup travaillé avec les fintechs, notamment sur le parcours client. Donc ça a été un apport considérable. On a beaucoup travaillé sur l'agrégation. Vous savez qu'on est actionnaire de Linkso, donc on a intégré l'agrégation aussi dans nos services bancaires. On travaille beaucoup avec des fintechs aujourd'hui sur la banque privée, la banque patrimoniale.
et l'accès finalement aux services qui traditionnellement étaient ouverts uniquement aux clients de la banque privée. Finalement, on veut démocratiser le conseil patrimonial et là, on se fait aider beaucoup par les fintechs aussi. Donc, on a beaucoup de projets et on a aussi beaucoup travaillé. On a lancé une offre extraordinaire pour les entreprises qui s'appelle Cash in Time. Cash in Time, vous savez qu'il y a des problèmes de trésorerie énormes dans les PME très souvent. Hein. Une boîte très dynamique peut mourir parce qu'elle n'a pas de trésorerie aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas payée tout simplement. Et donc on a développé une solution où vous pouvez avoir du cash en moins de 12 heures, qui s'appelle Cash in Time. Et donc on pense qu'on peut sauver plein de PME comme ça. Donc en fait, on travaille énormément avec des entreprises. Peut-être pour terminer, je ne veux pas monopoliser mon temps, mais vous savez qu'au Crédit Agricole, on a les villages de l'innovation, qui sont des villages en fait, où on accueille des startups. Et les incubateurs, ce n'est pas original en soi, hein, mais l'originalité au Crédit Agricole, c'est qu'on en a 30 parce qu'on en a dans tous les territoires. Aujourd'hui, toutes les caisses régionales ont développé leur village de l'innovation. Et donc, on a une vision très territoriale des startups aujourd'hui qui nous permet, dans toute la France entière, finalement, de Brest à Montpellier, de récupérer et d'animer et de nous nourrir, finalement, de cette innovation digitale. Donc, clairement, oui, les startups pour nous et les fintechs, c'est une opportunité d'avancer. Alors, il paraît que j'ai plus le micro. Puisqu'on parle de fintech, Frédéric, non, celui-là ça marche. J'ai pensé à toi. Bon, pour l'instant, tu n'es pas encore racheté par une grande banque, mais en fait, tu viens déjà d'une banque. Alors, bon, c'est un peu compliqué. La dernière fois que tu es venu sur cette scène, tu ironisais un peu sur les chiffres de la partie B2C d'une activité comme celle de Morning ou une autre, et tu voyais plutôt un avenir sur la partie B2B, et justement avec tous ces acteurs qui ont besoin de nouveaux types de plateformes. Quelques mois ont passé depuis ta reprise de Morning. Où en es-tu de cette vision ? On a bien avancé, puisqu'effectivement, sur l'année qui s'est écoulée, la priorité, c'était effectivement de focaliser sur le B2B, puisque c'était notre axe stratégique. Et donc, on a complètement revu notre IT, puisque maintenant, on est capable quelque part de rendre le service complet d'une fintech en moins de 3 semaines. C'est-à-dire qu'on est capable d'opérer pour un tiers, que ce soit une banque, que ce soit un EP, que ce soit même une activité de service qui a besoin d'un service de paiement. On est capable donc d'opérer en moins de 3 semaines. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour un acteur très récemment. Et donc ça, c'était l'axe stratégique sur lequel on a travaillé. Donc on a plutôt bien réussi là-dedans. Donc ça, c'était le premier axe stratégique. Le deuxième, c'était aussi de capitaliser sur notre appartenance, parce qu'effectivement, Bon Morning a été racheté par Banque Edel, qui est elle-même filiale de Leclerc. Donc on a une très grosse empreinte sur tout ce qui est prépayé sur le marché, et donc on avait pour objectif de devenir aussi un peu le one-stop shop pour des opérateurs qui voulaient faire du prépayé, donc que ce soit de la carte cadeau, de la fidélité ou autre chose. Donc on a intégré, je sais que Laurent, tu es très preneur de scoop sur tes plateaux. N'hésite pas surtout. Voilà, donc on a intégré au 1er juillet là, une activité d'un acteur traditionnel en matière de prépayé, donc ce qui fait de nous à aujourd'hui un des leaders français, voire même européens du prépayé, puisqu'en fait on est capable d'opérer de la carte prépayée open loop, close loop, donc en marque blanche et sous notre propre marque bien entendu. Donc on a rapproché ces activités de ce que nous faisions déjà. Et donc du coup, ça va nous faire une empreinte sur le marché d'environ 4 millions de cartes par an en prépayé, ce qui est, bon, ça se regarde, quoi. C'est pas non plus le grand soir, mais ça commence à se regarder. Donc du coup, voilà, on va devenir un opérateur majeur sur le prépayé, et ça, c'est un intérêt pour nous et pour tous les gens qui peuvent travailler avec nous, c'est que on a rapproché ça aussi des savoir-faire de Morning en matière d'app et de temps réel. Donc du coup, on fait converger les activités traditionnelles du prépayé, qui sont des activités qui étaient des activités de monétique, quoi, traditionnelles, et donc on y rajoute un supplément d'âme avec effectivement toute la partie visible par le client au travers d'app temps réel qu'on avait chez Morning. Donc voilà, donc on est en train de réaliser cette osmose là entre les activités traditionnelles de Morning et puis les activités que nous avons acquises au 1er juillet. Donc tout ça est assorti bien sûr d'un statut un peu différent, la CPR, parce qu'on avait historiquement, je ne vais pas refaire l'histoire, mais
T'aimais bien Morning, ils aimaient bien. Là, Ouais, ça faisait les choux gras. Un peu moins maintenant, mais c'est mieux. On s'en sort, c'est mieux. Donc Morning, du coup, maintenant, ça va être un statut d'émetteur de monnaie électronique. Donc du coup, on est quand même un peu mieux d'un point de vue réglementaire pour faire, vraiment pour pratiquer tous les métiers qu'on a envie Et le de faire. B2C est toujours une activité? Alors, le C'était B2C le cœur de la communication de Morning à la base. Ouais, absolument. À part son bâtiment près des Vaches, hein. Il y avait 2 activités. Mais... Voilà, mais on a toujours un magnifique bâtiment. Alors ça, c'est une question intéressante d'ailleurs que tu ne poses pas, mais Tu peux y à répondre. laquelle je vais répondre. C'était en illustration par rapport à tout ce qui a été dit avant, sur l'autonomie nécessaire des startups dans des mondes plutôt intégrés. C'est vrai qu'on essaye chez Morning de bénéficier des aspects synergie qu'on peut avoir avec notre groupe d'appartenance, puisqu'effectivement, par exemple, sur l'Instant Payment, dont Hugues a parlé tout à l'heure, l'Instant Payment, c'est très difficile pour une fintech d'arriver comme ça de but en blanc et d'arriver et d'être adhérent au scheme de place SCT Inst. C'est très compliqué. Il faut avoir tout un tas d'infrastructures bancaires. Et donc là, typiquement, l'infrastructure bancaire que propose Edel va permettre à Morning justement d'être donc atteignable et pouvoir émettre des instant payments dès novembre 2018. Donc on est en matière d'instantanéité du paiement, même si Hugues dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas le grand soir pour les clients. C'est vrai, c'est pas forcément le grand soir pour les clients, sauf que les clients aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de l'avoir, donc ils sont pas capables de dire si c'est bien ou pas pour eux. C'est comme si on disait il y a 11 ans ou 12 ans maintenant, je crois, est-ce que on aurait pu demander à toute la salle, est-ce que vous auriez besoin d'un iPhone? On dit, c'est quoi un iPhone? Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on peut faire une stat, mais je pense que 99% ont un smartphone dans la poche. Si je peux me permettre, Frédéric, il y a l'instant payment au UK. Oui. Les stats d'usage sont quand même pas le grand soir, comme tu dis. Oui, alors les stats d'usage ne sont pas le grand soir pour une raison simple, c'est que effectivement les opérateurs de marché ne l'ont pas intégré. Et c'est justement... Surtout que c'est cher. Surtout c'est cher, mais c'est la valeur d'usage. L'instant payment est cher dans l'absolu, d'un point de vue opération. Le côté opérationnel de l'instant payment est très cher. Il faut des infrastructures. Le schéma de tarification n'est pas encore complètement établi au niveau de l'espace européen. Et l'infrastructure va être chère. Donc il y a de fortes chances que ce soit cher au démarrage, sauf que si les valeurs d'usage sont effectivement multipliées, que ce soit sur les retailers, sur les telcos ou les néobanques, qui ont un rôle majeur à jouer en la matière, notamment sur les paiements peer-to-peer, on devrait pouvoir faire baisser effectivement notoirement les coûts opérationnels sur les instant payment et surtout pouvoir avoir une valeur d'usage pour les clients qui ça va rendre visible pour le client, surtout avec l'arrivée des néobanques et cette capacité que ont les néobanques dans les applications à rendre visible le paiement de manière instantanée. Là, l'instantanéité du paiement va prendre tout son sens, notamment à la place du cash ou de chèque, notamment sur les paiements de particulier à particulier. Donc tout ça pour dire... Revenons au B2C. Revenons au B2C. Donc sur les synergies, sur le B2C, on a toujours dit que chez Morning, ce serait une vitrine de nos savoir-faire, puisque quand on est en B2B, on a répondu à 2 appels d'offres que nous avons d'ailleurs remportés sur la partie B2B. Il est très important pour un acteur du marché de voir ce que son prestataire est capable de réaliser. Donc on a gardé cette partie B2C qui est très importante pour nous. On va d'ailleurs en profiter aussi pour revisiter notre métier traditionnel qui était la cagnotte, puisqu'on a une cagnotte gratuite chez Morning. C'est un métier historique chez nous. On va revisiter ce marché qui s'est un peu embourgeoisé. Nous, on estime qu'il s'est un peu bourgeoisé. Et maintenant, on va pas être content de Céline. Hein. Ouais, les cagnottes sont chères. Donc, on va revisiter ça, on va le moderniser. Donc, on a une offre détourée qui va arriver au courant de la rentrée. Là. Donc, la partie B2C va rester chez nous une partie visible de l'activité, nécessaire au fait qu'on doit pouvoir montrer ce qu'on sait faire pour nos acteurs B2B. Voilà, donc tout ça pour dire qu'à la fin de l'année, on sera sur un modèle rentable, ce qui était très loin d'être gagné, puisque on a repris il y a 16 mois maintenant, donc fin 2017, avec ces activités qu'on a ajoutées, développées, amplifiées, et puis les nouveaux services, de nouvelles briques de services qu'on est en train de loger là-dedans. Alors nous, on ne compte pas en nombre de clients, parce que le B2C, vous avez compris, il n'est pas un acte... on a quand même 120 000 clients, mais ce n'est pas non plus un axe d'attaque très lourd. On a préféré miser les fonds que nous avions. Alors on a moins eu le souci d'avoir accès aux fonds, parce qu'on est quasiment mono-actionnaire,
Mais tous les fonds qui nous ont été confiés pour développer l'entreprise ont plus été focalisés sur des efforts IT, effectivement, pour rendre un vrai service en B2B, pouvoir intégrer toutes ces technologies, les assembler et donner du sens pour les acteurs B2B qui nous font confiance, plutôt qu'effectivement dépenser de l'argent dans des coûts d'acquisition, puisque ce n'est pas notre modèle. Donc on ne va pas... voilà, donc même si tu as un peu répondu à la question en amont que j'allais te poser, si tu t'ai invité, c'est aussi parce que tu étais donc côté banque, Banque Edel. Tu as racheté Morning au plein cœur de la tourmente, donc bon, ça a rendu service, ça a évité une faillite d'une jolie fintech, mais à part de faire ça, j'espère que tu ne l'as pas fait que pour les bonnes œuvres de la société. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu n'aurais pas pu faire en interne, parce que Banque Edel, Leclerc, vous avez un peu d'argent quand même, donc qu'est-ce que tu n'aurais pas pu faire en interne qui a vraiment valu le coup de le faire? Là encore, la même question. En créer une nouvelle, là tu l'as acheté, donc c'est pas créer, c'est pas faire en interne, c'est acheter et transformer. Qu'est-ce que finalement ce schéma apporte? Alors là, j'ai fait venir Hugues, mais pas celui qui l'a acheté, donc je ne peux pas lui demander à la BNP, j'ai demandé à Hugues. Mais toi, vu de celui qui a acheté et repris et opère maintenant la transformation, qu'est-ce que vraiment ça a pu apporter en rapidité, efficacité, temps de mise sur le marché, je ne sais pas. Ouais, je vais prendre une image pour décrire ça. Je pense que le faire en interne ou le faire en externe, c'est comme la face sud ou la face nord d'une montagne. Le sommet est le même. Le sommet, c'est quoi? C'est proposer en fait aux clients une interface ludique, sans couture, fluide, voilà, digitale. Voilà. Donc tout ça, c'est le Graal absolu pour, je pense que la plupart d'entre nous ici dans la salle, puis mes copanélistes, c'est pareil. C'est pouvoir proposer effectivement une solution qui soit la plus fluide possible pour le client. Après, on a deux façons de le faire. Soit, alors je vous laisse moi j'aime bien la face nord, c'est le côté fintech. À la face nord, c'est quoi? C'est abrupt, on y va des fois avec des chaussettes, on a des cordes qui ne sont pas toujours de la bonne longueur, mais ça grimpe vite. Voilà, on est dans une ascension rapide. Et puis la phase sud, c'est la banque. Donc on a effectivement le legacy technique. Alors on a beaucoup de Sherpas, beaucoup de moyens. Les camps sont confortables. La soupe est chaude tous les soirs, mais ça monte moins vite parce qu'effectivement la cordée est plus longue. Donc voilà. Donc au final, tout le monde arrivera au sommet, pas forcément au même rythme. Alors des fois, ceux de la face nord trouvent que c'est un peu trop dur, prennent le sentier et passent côté sud pour rejoindre les camps plus chauds. Voilà, donc c'est le cas d'un certain nombre de fintech qui se sont revendus à des banques. Effectivement, là-bas, quand on arrive à allier la réactivité, l'agilité et en plus les moyens dont disposent les banques, c'est génial. Mais pour répondre complètement à ta question, quoique j'ai un peu répondu quand même, pour répondre à ta question, il y a des choses qu'on pourrait, je pense, difficilement faire dans une banque traditionnelle sans passer par la case fintech. Très concrètement, l'agilité dont parlait Hugues tout à l'heure, voilà, c'est des choses... décemment, on ne peut pas faire ça dans une banque, à moins effectivement de créer une entité à part, à l'instar un peu de ce qu'a fait dans la distribution Fnac avec Fnac.com. On a dit, bon voilà, on fait autre chose à côté. Mais in fine, ça revient à la même chose. Qu'on achète une fintech pour l'intégrer ou qu'on en crée une in-house, finalement, on achète bien, on s'achète une capacité d'agilité. C'est culture, c'est ressources, c'est habitude. Déjà, culture, alors... Culture, c'est difficile parce qu'en fait, je pense que tous les êtres humains sont capables d'avancer à vitesse plus rapide. Je pense que ce qui change vraiment, c'est le système dans lequel on évolue, c'est l'état d'esprit. Effectivement, dans une fintech, quand on est sur des sprints à 15 jours, quand on sort une nouvelle feature, je pense qu'on a ça en commun les uns les autres. Quand on sort une feature, c'est 15 jours, c'est un sprint, c'est de la méthode agile. Dans une banque, en 15 jours, on n'a même pas fait la première réunion de cadrage pour faire le cahier des charges. Donc, tu cherches la date encore. Voilà, je cherche la date de la date pour avoir la réunion qui pourrait éventuellement parler du problème. Donc voilà. Donc on est, voilà, j'en parle aisément, j'en viens. Voilà. Donc il n'y a pas de critique, c'est comme ça. Et donc ce qu'il faut vraiment garder en tête, effectivement, c'est que l'agilité, ça n'a pas de prix dans un monde d'innovation où tout va vite, notamment où les clients sont quand même exposés, même si on ne le veut pas, mais les clients sont quand même exposés à des offres digitales. On parlait tout à l'heure de N26 et Revolut. Ils ont des moyens considérables, ils ont des vraies perspectives, effectivement. Ils pensent la banque et la relation bancaire un peu différemment. Et les clients sont in fine exposés à ça. Et donc, il faut qu'on soit capable, nous, de réagir vite. Donc la meilleure façon, effectivement, c'est d'avoir de l'agilité. Et la meilleure façon, c'est d'avoir des équipes ramassées, avec des objectifs très concrets, des moyens qui, finalement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est créatif.
C'est pas forcément mal de ne pas avoir beaucoup d'argent, parce qu'on est plus créatif, on cherche des solutions. Et puis on s'appuie aussi sur l'écosystème FinTech. C'est important, je pense que c'est aussi cette... alors les banques qui viennent, mais c'est aussi une FinTech, elle ne peut rien faire seule. Donc on a des partenaires, et on a aussi d'autres FinTech qui apportent leurs briques métiers, bien complémentaires de ce qu'on a envie de faire. Et donc là, ça c'est aussi... travailler en réseau de FinTech, c'est aussi une vraie valeur ajoutée. Oui, c'est ouvert nativement. J'aurai encore des millions de questions, mais on est plus qu'en retard. Je vous remercie tous beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause maintenant, comme ça vous pourrez leur poser des questions pendant la pause. Mais la pause, c'est 20 minutes, hein, c'est pas 45. Et on reprend à 11h précises dans cette salle pour les deux autres panels. Un sur l'assurance, qui, je les remercie d'attendre, de ne pas partir pendant la pause pour faire le panel. Et puis, dans la foulée, celui sur le paiement, qui sera beaucoup plus intéressant que la conf de presse Instant Payment. Hein, j'espère que Delphine, quand même, de BPCE, qui a lieu à quasiment en même temps, je crois. Voilà, merci, à tout de suite. La pause vous attend là. Et n'oubliez pas aussi de prévenir vos amis qu'il y a un déjeuner.